Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle le podcast, je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Monique Lejeune, dont le corps a été découvert lardé de 53 coups de couteau. Mais qui pouvait en vouloir à cette quinquagénaire sans histoire ? Avec moi vous entendrez les voix du mari et des fils de Monique Lejeune, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Dans la nuit du 7 au 8 février 2003, les habitants de ce quartier tranquille de Coulogne, près de Calais, ont bien du mal à fermer l'œil. Leur sommeil est en effet perturbé par des aboiements intempestifs. « 58 coups de couteau qui ont été donnés. » On est dans une espèce de boucherie intégrale. C'est peut-être ça le mobile, un secret de famille qui a gonflé pendant toutes ces années. Ma mère l'a toujours dit, le jour que ça va éclater, je vais dire les quatre vérités, tant pis de ce qui se passera. Et là, peut-être ce jour-là, elle a peut-être dit la vérité à Matisse. Ayant cette haine qui montait en elle, eh bien elle est partie dans la voiture. Et là, elle dit j'ai vu rouge, j'ai plus réfléchi, fallait qu'elle se taise, fallait ne plus toucher à mes filles. Je dis bon allez, oui c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, c'est ça les aveux, mais j'ai pas dit textuellement j'ai tué Monique. Ce n'est que le lendemain, au petit matin, que le voisinage de Monique Lejeune va découvrir le drame qui s'est joué pendant la nuit. La voisine la plus proche de l'endroit d'où proviennent les bruits de chiens va ouvrir ses volets et là elle voit sur la maison qui est à côté, vraiment la maison juste à côté de chez elle, elle voit une forme qui ressemble étrangement à un corps humain allongé dans l'allée à mi-chemin entre la maison et le portail. Elle est inquiète, elle va appeler son mari. Son mari qui va, avec un voisin, aller voir sur place. Et c'est une scène d'épouvante à laquelle les deux hommes sont confrontés. Monique Lejeune gît, recouverte de sang, dans l'allée, devant sa maison. Monique Lejeune avait 52 ans. Visiblement, elle a été poignardée à de multiples reprises. À proximité de son corps, les enquêteurs vont relever un premier indice. Un bouton noir. Un bouton qui, manifestement, n'est pas celui de sa blouse. Au premier regard, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est tombé, qui est peut-être tombé de l'assassin, et donc qui est un élément très important. Il va falloir l'analyser pour savoir peut-être à qui il appartient. Ensuite, les policiers découvrent des traces de sang dispersées à plusieurs endroits à l'extérieur du petit pavillon. Il y a quelques gouttes de sang sur le portail, mais il faut véritablement scruter ce portail pour les voir. Et ensuite on arrive à la maison, donc on est encore à l'extérieur et là sur le côté gauche de la porte, il y a une trace de sang importante, une trace de main, assez grande d'ailleurs. Cette empreinte de main est-elle celle de l'auteur de l'agression ou bien celle de la victime ? Il est trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, pour les policiers, il s'agit d'un meurtre et la suite de leurs investigations va leur donner raison. Après avoir fait évacuer les 4 chiens de Monique Lejeune, les enquêteurs vont découvrir à l'intérieur de la maison un véritable bain de sang. Ils vont découvrir un hall qui est ensanglanté, que ce soit le sol, les murs, des traces de sang partout. On est dans une espèce de boucherie intégrale. Le crime s'est passé à cet endroit-là, évidemment. Monique Lejeune a donc très certainement été agressée dans son hall d'entrée. Mais chose étrange, entre le hall et l'endroit où l'on retrouve son cadavre, pas une seule goutte de sang n'est relevée. Impossible pour l'instant d'expliquer ce mystère. À Coulogne,
Le drame qui s'est déroulé cette nuit-là sème un vent d'effroi. C'est une petite banlieue de la ville de Calais, réputée calme, même, je dirais, où il fait bon vivre. Hein. Il n'y a pas de souci particulier à Coulogne. Il y a une forme de psychose qui va arriver dans le quartier. Est-ce que cette personne ne va pas récidiver ? Madame, monsieur, bonsoir. Un meurtre entouré de mystère à Coulogne, près de Calais. Des caméras de télévision s'installent devant le domicile de la victime. Claude Lejeune, son mari, vient tout juste d'apprendre la terrible nouvelle. Il était absent depuis la veille au soir. C'est un mauvais film. Oh. Pas d'explication. Non, j'ai trop. Non, j'ai trop. J'ai rien, je peux pas vous dire rien, c'est trop. En effet, impossible d'imaginer un ennemi à cette quinquagénaire qui, de la vie générale, semblait mener une vie sans histoire. Monique est ce que l'on appelle un enfant du pays. Elle a passé toute sa vie dans la région de Calais. Elle commence à travailler très jeune comme ouvrière dans les filatures de dentelle, avant de devenir femme au foyer. Elle s'est mariée avec un monsieur, Claude Flamand. Avec cet homme, elle a eu 3 enfants, Jean-Luc, Franck et Pascal, 3 garçons. Malheureusement, elle ne sera pas très heureuse dans son mariage avec Claude Flamand. Et elle prendra la décision de divorcer. Rapidement, Monique se lie avec une vieille connaissance, un ami d'enfance, Claude Lejeune. Ils vont se remarier ensemble car lui s'est séparé de sa femme, une certaine Béatrice Matisse. Et il avait eu avec elle 5 filles. Donc le couple qu'il forme avec Monique, c'est vraiment le modèle de la famille recomposée. Les témoins, au début de l'enquête, nous décrivent cette famille recomposée comme une famille presque idyllique. Monique Lejeune, colonne vertébrale de cette famille, et les réunions familiales se passent bien, et les échanges entre les frères, les demi-sœurs, etc., tout se passe vraiment très bien. Tout le monde se demande qui a bien pu assassiner Monique Lejeune. Sans mobile apparent, ni témoin, sans arme du crime, l'enquête s'annonce bien difficile. Pour essayer d'y voir plus clair, les policiers vont d'abord déterminer l'heure du meurtre. Et une première indication est donnée par le médecin légiste dépêché sur place. L'évolution de la rigidité cadavérique et surtout la température. C'est ce qui a permis de déterminer que le décès était survenu entre 20h et minuit, le 7 février 2003. D'emblée, une piste est écartée, celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Car dans la maison, rien n'a disparu. À l'intérieur, rien qui permette de considérer qu'on a fouillé, pas de tiroir retourné, et puis il n'y a pas non plus d'effets qui ont disparu. Autre certitude, Monique Lejeune connaissait forcément son meurtrier. Pour preuve, la porte d'entrée n'a pas été fracturée. Enfin, a priori le sexe de l'agresseur ne fait pas de doute. On peut imaginer que l'agresseur serait plutôt un homme, plutôt balèze, plutôt costaud, violent, plutôt déterminé. Il n'a pas lésiné à porter des coups mortels. Hein. Car Monique Lejeune a été littéralement massacrée, comme le confirme l'autopsie de son corps. Au total, on comptera 58 plaies. 58 coups de couteau qui ont été donnés, majoritairement dans la zone du thorax, dont certains étaient mortels.
Il y a une véritable volonté de détruire cette femme, il y a une volonté de donner la mort qui est évidente. Malgré la force de son agresseur, Monique Lejeune ne s'est pas laissé faire. En effet, sur les 58 coups de couteau, 21 sont des blessures de défense. C'est-à-dire des plaies qui témoignent que la victime a cherché soit à se protéger, et les plaies sont sur les avant-bras, soit à empoigner la lame, et nous avons des plaies de main qui sont importantes, dont une a entraîné la rupture d'un tendon. L'autopsie va également permettre de découvrir un élément essentiel pour la suite de l'enquête. Sous les ongles de la victime sont retrouvés des fragments de peau qui pourraient contenir un ADN, peut-être bien celui de l'assassin. Pour l'heure, le meurtre de Monique Lejeune reste un mystère. Alors c'est d'abord à son entourage proche que les enquêteurs vont s'intéresser. Pour cerner un peu mieux la personnalité de la victime, toute sa famille est interrogée. Et les policiers apprennent que Monique est une femme dotée d'un fort caractère. Une femme à poigne, ce que confirment ses enfants, Franck et Pascal. Fallait pas lui chercher des doigts parce qu'elle voulait aller plus. Pouvait se faire obéir, c'était elle la chef. Grâce à ces auditions, les policiers reconstituent l'emploi du temps de la victime dans les heures qui ont précédé sa mort. Et rapidement, ils comprennent que ce soir du 7 février 2003, Monique était toute seule chez elle. Vers 15 heures, elle a vu partir son mari Claude et 2 de ses fils, invités au départ en retraite de sa belle-sœur dans la région parisienne. Alors Monique n'a pas souhaité les accompagner parce qu'elle aime pas sortir de chez elle. Elle aime pas se retrouver dans ces réunions où elle connaît pas forcément les gens, elle est pas très à l'aise. Et puis surtout, il faut garder les chiens. Et Monique est très attachée à ses chiens. J'ai dit au revoir à ma mère comme d'habitude, puis on est tout simplement partis. Sans inquiétude, sans rien. On pensait pas à tout ce qui allait arriver après. Alors, qui dans l'entourage de Monique Lejeune a profité de cette soirée de solitude pour venir commettre ce crime effroyable? Ce sont les fils de Monique Lejeune qui vont mettre les policiers sur la piste d'un voisin avec qui la famille aurait eu souvent maille à partir. On parle d'un voisin un peu irascible pour des places de stationnement, qui est tout le temps en train de guerroyer, on va dire, pour des banalités, des peccadilles. Eh bien, le ton était monté entre Monique Lejeune, qui ne s'en laissait pas compter, et cet homme. Aussitôt, le voisin est placé en garde à vue et interrogé. Seulement, la piste ne tient pas. L'homme dispose d'un solide alibi pour le soir du meurtre. Mais au cours de son interrogatoire, il va livrer une information primordiale aux enquêteurs. Il dira que le vendredi soir, il a vu l'un des fils de Monique partir de chez sa mère. Repartir avec sa bicyclette aux alentours de 19h. C'est tout simplement Jean-Luc, le fils aîné de Monique. Jean-Luc, le seul des 3 enfants de Monique Lejeune qui n'a pas été invité en région parisienne pour la petite réunion familiale. Il serait donc la dernière personne à avoir vu sa mère vivante. Jean-Luc devient désormais le suspect numéro 1. Les policiers se rendent immédiatement à l'appartement de Jean-Luc. Sur place, l'homme leur confirme, il a bien vu sa mère le soir du crime. Après le boulot, comme il le fait régulièrement, il est allé chez sa mère pour la voir, pour lui dire bonjour. Je suis rentré à vélo de la cour, donc comme je fais comme d'habitude, couper mes cheveux. Et bon, c'est tout. Après, ma mère m'a demandé si boire un verre avec elle, quoi. Ils vont partager, 2 verres de mousseux, et puis il va repartir en embrassant sa mère, et cette mère, dit-il, était bien vivante. Le récit de Jean-Luc se tient. Pourtant, lors de la perquisition de son domicile, les policiers vont découvrir des éléments
plus que troublant. Dans l'escalier donc des communs, alors là bizarrement on trouve des traces de sang. Également des traces de sang sur la porte du cagibi à vélo de Jean-Luc. On va retrouver le vélo. Et ce vélo va tout de suite attirer l'attention des policiers puisqu'il présente des petites taches qui peuvent être des taches de sang. Ces traces de sang confortent les policiers. La piste du fils de la victime semble sérieuse. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches et décident d'aller dans l'appartement qui se trouve juste en dessous de celui de Jean-Luc. C'est ici que vit son beau-frère, Christophe Gressier. Car Jean-Luc, après avoir rendu visite à sa mère, est passé chez lui. Et là encore, les policiers vont faire une découverte intrigante. Les policiers vont découvrir dans la machine à laver un pantalon qui est encore humide, qui vient visiblement de tourner. Et sur ce pantalon, ils découvrent des traces brunâtres, malgré un premier lavage. Particularité de ce pantalon, il semble beaucoup trop petit pour Christophe Gressier, qui est plutôt grand et mince. Ce pantalon n'appartiendrait-il pas en fait à Jean-Luc ? L'homme aurait-il demandé à son beau-frère de se débarrasser de ce pantalon, peut-être maculé de sang? C'est en tout cas l'hypothèse des enquêteurs. La scène de crime est tellement violente qu'on peut pas imaginer que l'auteur des faits lui-même n'ait pas eu sur lui, évidemment, le sang dans la bagarre. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors là, on a un premier scénario. Toutes ces traces de sang dans le cagibi, sur le vélo, dans l'escalier et surtout sur le jean vont partir au laboratoire pour savoir à qui appartient ce sang et si on peut confirmer le scénario d'un fils et qui, dans un moment de folie, aurait tué sa mère. Jean-Luc est immédiatement placé en garde à vue. Interrogé, l'homme va nier en bloc toute responsabilité dans le meurtre de sa mère, malgré la pression des policiers. Ils ont quand même été forcés un peu la main pour voir si c'était pas moi. Parce que moi, j'ai dit, moi, j'ai rien à cacher. Seulement pour les policiers, Jean-Luc reste le suspect idéal. D'autant plus qu'un témoignage inattendu va venir l'accabler. Alors qu'il est toujours en garde à vue, un couple se présente devant les policiers. Emmanuel et Philippe Boutoil ont une étrange histoire à raconter. Le jour du crime, ils ont reçu un appel surprenant. Allô ? Allô ? Il n'y avait pas de correspondant à l'autre bout du fil, donc Monsieur Boutoil va appuyer sur l'amplificateur de son téléphone pour écouter, parce qu'il entend que ça parle. Il a beau dire allô, on lui parle pas à lui, mais en tout cas, il entend une conversation. Il entend deux femmes qui discutent entre elles. Il y a dans le bruit de fond des bruits d'enfants, des babillements d'enfants. Et voici ce que le couple déclare avoir entendu. Les deux femmes discutaient entre elles d'un certain Jean-Luc, qui était dépressif et à qui il ne fallait pas en vouloir. Puis, les deux femmes ont parlé d'un alibi et qu'il fallait définir une stratégie bien précise à propos d'un horaire s'étalant entre 19h30 et 8h moins 20. Elles parlaient également d'un pantalon qui était dans la machine à laver et qu'il fallait absolument laver. Les Boutoil, nous les avons retrouvés. Et ils se souviennent très bien de ce qu'ils ont entendu ce jour-là. C'était étrange comme conversation quand même. C'est pas banal. C'est pas banal qu'on vous dise faut trouver un alibi et entre 19h30 19h30, hein. 19h30, on dit 19h30, on dit pas 19h30. Ça aussi, ça choque aussi. Et puis après, oui, il y a un alibi, laver un pantalon. Et après, quand vous apprenez qu'il y a eu quelque chose à Coulonges, qu'il y a eu un meurtre, laver un pantalon, ça interpelle quelque part. Il faut pas être devin pour comprendre que
ce pantalon, c'est le pantalon qui a été retrouvé chez le beau-frère de Jean-Luc, et que cet alibi, eh bien, c'est un alibi pour tenter de disculper Jean-Luc du meurtre de sa maman. Mais qui sont ces voix féminines ? Pour tenter de les identifier, les enquêteurs vont retrouver le propriétaire du téléphone qui a appelé Philippe Boutoil. Et la surprise, il s'agit du beau-frère de Jean-Luc, Christophe, l'homme chez qui a été retrouvé le fameux pantalon. Monsieur Boutoil est un supérieur hiérarchique de Christophe. Et Christophe a son numéro. Et donc, voilà, le téléphone de Christophe Gressier va appeler par erreur celui de Monsieur Boutoil. Un temps, la justice s'est demandé si les deux voix féminines n'étaient pas ces deux femmes. Il s'agit de la mère et de la sœur de Christophe Gressier. Nous avions pu les interroger il y a quelques années. Même si elles paraissent mal à l'aise, elles nient en bloc. Mais moi, je sais que c'est pas moi. Nous, on sait que c'est pas nous. C'est juste pour essayer d'inventer une histoire pour l'autre. Pour l'autre, pour Mathis. Pour la personne qui est coupable. Mais ça a marqué particulièrement ce couple-là. Ils ont entendu quelqu'un dire 19h30. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez dire? Puis d'abord, il faudrait peut-être savoir, parce que 19h30, ils ont demandé un alibi. Mais là, on savait même pas à quelle heure ça a été mort. On savait même pas comment ça s'était passé. On l'a juste appris après. On savait même pas à quelle heure. Nous avions rencontré aussi Jean-Luc et il semblait très affecté par ces accusations. Ça fait quand même mal dire que des choses qu'on n'a pas fait, que actuellement j'ai jamais rien fait. Et aujourd'hui, je me pose toujours des questions. Qu'est-ce qui s'est passé actuellement, le jour du vendredi? Et moi, j'en sais pas de plus. Faute de preuves, Jean-Luc ne sera jamais inquiété par la justice. D'autant plus que les prélèvements effectués à son domicile ont été analysés et ils ne tiennent finalement pas leurs promesses. D'abord le vélo. Le vélo, il y avait bien du sang, mais c'était du sang d'animal. Le sang qu'on avait pu retrouver sur l'armoire à vélo et dans les communs menant au logement de Jean-Luc avait une origine autre. L'enquête déterminera que c'est un voisin qui s'est blessé. Et sur le pantalon, ce sont des traces de cambouis, il n'y a pas de traces de sang. Les éléments matériels semblent donc démontrer que Jean-Luc est étranger au meurtre de sa mère. Il est relâché. Les enquêteurs n'ont donc plus de suspect pour le meurtre de Monique Lejeune. L'enquête est dans l'impasse, mais elle ne va pas tarder à connaître un extraordinaire rebondissement grâce à la science. Souvenez-vous, lors de l'autopsie de la victime, des prélèvements avaient été faits sous ses ongles, à la recherche d'un ADN étranger. 3 semaines plus tard, l'ADN parle enfin, et contre toute attente, il s'agit d'un ADN féminin. Ça demande de notre part, évidemment, de la police judiciaire qui voyait plus un auteur masculin corpulent, déterminé qu'une femme. C'est sûr que là, brutalement, il faut tout remettre en ordre. Les enquêteurs doivent désormais partir sur les traces d'une meurtrière. Voisines, connaissances, familles, toutes les femmes de l'entourage de Monique Lejeune sont à nouveau entendues et vont devoir subir un prélèvement salivaire. Dans un seul but, mettre un nom sur cet ADN inconnu. Mais avant que les résultats des comparaisons ne soient livrés aux enquêteurs, les policiers vont avoir droit à une visite surprise. Le 27 mars 2003, 1 mois et demi après le meurtre de Monique Lejeune, une femme se présente spontanément à l'hôtel de police. Elle s'appelle Béatrice Mathis, c'est l'ex-épouse du mari de la victime, Claude Lejeune. Entendue une première fois au début de l'enquête, Béatrice
avait déclaré ceci. Quand avez-vous vu Monique pour la dernière fois? Oh mon Dieu, je ne saurais pas vous le dire, mais je crois que c'était chez ma fille, un mois avant sa mort. Mais ce 27 mars 2003, elle vient faire une révélation fracassante. J'ai menti aux policiers qui m'ont entendu. Et Béatrice Matisse d'avouer qu'elle a en fait rendu visite à Monique Lejeune le soir du crime. Béatrice Matisse explique aux policiers que ce soir-là est arrivé vers 19h20, 19h30 au domicile de Monique Lejeune. Et elle va dire, je suis venu chez elle, pourquoi? Parce que bien, je voulais organiser un repas familial entre ma famille et la famille de Monique Lejeune, cette famille recomposée, hein, avec ses 5 filles, ses 3 garçons, et tout simplement parce que l'une de mes filles, eh bien, ne parlait plus avec sa sœur. Et je m'étais dit que c'était une bonne idée, en faisant ce repas, eh bien, de les rabibocher. Un dîner de fête qui devait, précise Béatrice Matisse, être une surprise pour la famille. D'où cette visite à Monique, un soir où elle la savait seule. Béatrice raconte que la visite n'a duré pas plus de 5 minutes. Elle explique que Monique Lejeune l'a accueillie plutôt froidement, comme si elle était pressée d'en finir, comme si elle attendait quelqu'un. L'entretien entre les deux femmes se serait conclu, selon Béatrice Matisse, par un incident en apparence anodin. Mais ces déclarations vont se révéler cruciales pour la suite de l'enquête. Monique a voulu me raccompagner, elle a trébuché, elle s'est raccrochée à mon bras, je l'ai rattrapée de justesse, je l'ai restabilisée. Vous risquez de trouver un ADN sous les ongles de Monique, c'est le mien. Elle m'a griffé et elle va présenter son bras et montrer aux enquêteurs qu'elle a une légère excoriation sur le dessus du bras. Les deux femmes se seraient ensuite quittées sans autre incident notable. Et Béatrice Matisse de terminer son récit en expliquant pourquoi elle a menti lors de sa première audition. J'ai eu peur que l'on ne me croie pas, que l'on m'arrête. J'ai paniqué. Depuis, je n'endors plus, je suis traumatisée. C'est pourquoi je me présente à vous. Merci d'avoir écouté la première partie consacrée au meurtre de Monique Lejeune. Je vous retrouve dans la seconde partie pour la suite de cette incroyable affaire. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Vous écoutez la seconde partie de cette enquête criminelle consacrée au meurtre de Monique Lejeune. Bonne écoute. Les déclarations de Béatrice Matisse laissent les enquêteurs perplexes. Si elle a déjà menti une première fois, cette nouvelle version qu'elle livre aux enquêteurs est-elle la vérité ou cache-t-elle quelque chose d'autre? Béatrice Matisse est placée en garde à vue et un médecin est aussitôt dépêché au commissariat pour l'examiner. Il va bien trouver des traces de griffures sur son bras, mais ces traces sont encore très visibles 1 mois et demi après les faits. Il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas juste une simple éraflure. Pour que cette lésion, qui date de 6 semaines, soit encore visible, il faut qu'elle était suffisamment profonde. Et les enquêteurs se disent tout de suite que cette lésion profonde est incompatible avec le scénario de Béatrice Matisse. Pour les enquêteurs, Béatrice Matisse devient alors le suspect numéro 1. Et en enquêtant sur la quinquagénaire, les policiers vont faire de surprenantes découvertes. Une perquisition est effectuée chez elle. Sur place, l'état du domicile va laisser les enquêteurs sans voix. On est plus que surpris par l'état d'insalubrité, pour ne pas dire pire. Enfin, on a plus l'impression d'un squat. Il y a des immondices partout, il y a des ordures partout. La cuisine, c'est une horreur. Là où elle est censée dormir dans le canapé, on n'y mettrait pas un animal. Étrange,
D'autant que dans ce Capharnaüm, les enquêteurs vont malgré tout déceler un élément plus que troublant. En observant le poêle, ils vont se rendre compte que quelque chose a été consumé. Peut-être des étoffes. Des morceaux de collants ou de bas qui ont été visiblement brûlés. On pense, si c'était les habits qu'elle portait, pourquoi pas, qui étaient tachés de sang et qu'elle a tenté de faire disparaître en les brûlant. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont également s'intéresser à la voiture de Béatrice Matisse. Une voiture qui, par contraste avec son domicile, est étonnamment très propre et bien entretenue. Elle est nickel, elle est d'une propreté qui ne correspond absolument pas à l'endroit, au lieu de vie de Béatrice Matisse. Les constatations sur le véhicule laissent à penser de façon très vraisemblable qu'elle a été récemment lavée. Des prélèvements sont donc réalisés, mais malheureusement les analyses ne révéleront la présence d'aucune trace de sang. Pourtant, les enquêteurs en sont persuadés, ils tiennent la coupable. Et ils estiment en avoir assez pour confondre Béatrice Matisse. Il y a son mensonge au début de l'enquête, ses explications qui ne tiennent pas. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous de l'ADN qui avait été retrouvé sous les ongles de la victime. En fin de garde à vue, les enquêteurs en reçoivent confirmation. Cet ADN est bien celui de Béatrice Matisse. Le 29 mars 2003, elle est mise en examen pour le meurtre de Monique Lejeune. Mais reste à trouver le mobile. Pourquoi Béatrice Matisse aurait-elle commis ce crime particulièrement sanguinaire ? De prime abord, elle n'a pas le profil de l'emploi. Béatrice, c'est une petite femme d'1m50, relativement menue, qui est affable, assez souriante. On a du mal à voir derrière elle un assassin ou une femme machiavélique. Alors, Béatrice Matisse aurait-elle mal vécu la séparation avec Claude Lejeune et le remariage de ce dernier avec la victime, Monique? Est-ce là le mobile du meurtre? Mais en fouillant dans la vie intime de Béatrice Matisse, les enquêteurs découvrent qu'il n'en est rien. Cette femme a à peine 18 ans quand elle épouse Claude Lejeune. Et après 10 ans de vie commune et la naissance de 5 filles, le couple finira par se séparer dans les années 70. Béatrice quitte Claude sans aucun état d'âme. Le mariage n'est pas heureux et elle prendra l'initiative d'un divorce. Il ne correspondait plus à ce qu'elle attendait de lui. Elle va le quitter, elle va élever ses enfants, elle va travailler. Elle avait raté son mariage mais réussi son divorce, qu'il n'y avait pas du tout de jalousie par rapport au fait que la victime se soit remariée avec son ancien mari. Le mobile de la rivalité amoureuse ne tient donc pas. Béatrice est une femme qui a cherché toute sa vie à mener une vie libre et indépendante. Née à Calais, d'une mère française et d'un père maghrébin qu'elle n'a jamais connu, elle prend sa vie en main très jeune, à commencer par son prénom, qu'elle va décider de changer. Elle s'appelle Aïcha. Et c'est elle qui va se baptiser Béatrice, parce que elle estime que vivre à Calais et s'appeler Aïcha, c'est assez compliqué. Après son divorce avec Claude Lejeune, Béatrice va vivre de petits boulots avant d'ouvrir son propre bar, un établissement qu'elle va diriger d'une main de fer. N'hésitez pas à virer les clients qui lui manquaient de respect. Malheureusement, au bout de quelques temps, l'affaire va péricliter, le commerce va s'effondrer. Toute sa vie, Béatrice Matisse a démontré une force de caractère hors du commun. Dans l'adversité, elle s'en est toujours sortie. Alors comment a-t-elle pu se transformer en meurtrière ?
Toujours à la recherche d'un mobile, les enquêteurs décident alors de réentendre les membres de cette famille recomposée. Et peu à peu, le vernis se craquelle, car l'on va découvrir que les deux femmes avaient tout pour se détester, et notamment à cause d'un terrible secret de famille. Ce secret serait celui d'un petit-fils de Béatrice Matisse qui aurait subi les attouchements de Jean-Luc Flamand. Monique Lejeune a cherché auprès de son fils des explications. Il a nié. Elle s'en est tenue là. De l'autre côté, eh bien, on attendait sans doute beaucoup plus. Et c'est l'enfant qu'on a cru. Il y a deux clans qui vont très rapidement s'opposer. D'un côté, il y a donc Monique et ses 3 fils, et de l'autre, Béatrice et ses 5 filles. L'affaire n'a jamais été portée en justice. Mais elle semble avoir durablement gangréné les rapports entre les deux clans, comme le confirment Franck et Pascal, les fils de Monique Lejeune. Elle avait très mal vécu ça. On va dire qu'elle a eu une haine contre toutes les filles, ainsi que Béatrice, parce que par rapport à ce qui s'était passé avec quoi. Ça, pas ça, elle pouvait plus le pardonner à personne. Ma mère l'a toujours dit, un jour ça va éclater, je vais dire les 4 vérités, tant pis de ce qui se passera. Et là, peut-être ce jour-là, elle a peut-être dit la vérité à Matisse. Cette accumulation de haine et de rancœur aurait-elle fini par exploser le 7 février 2003? Aurait-elle donné lieu ce soir-là à un affrontement fatal entre ces deux femmes, au caractère bien trempé? C'est la conviction des enquêteurs, car tout désigne Béatrice Matisse comme la meurtrière de Monique Lejeune, à commencer par elle-même. Car après plusieurs heures d'audition, Béatrice Matisse va être emmenée en prison. Elle prend place à bord d'une voiture de police. Et ce qui va se passer maintenant, les enquêteurs n'en espéraient pas tant. Parmi eux, le capitaine Anne Priem. Elle a accepté de revivre pour nous le huis clos incroyable qui se serait déroulé dans cette voiture. Et là, elle nous demande où elle va. Et on lui dit, en prison. Et là, je crois que c'est la goutte d'eau. On la voit vraiment s'écrouler, psychologiquement et au niveau du comportement, physiquement. C'est un silence qui va durer de longues minutes. Elle vient de comprendre qu'elle ne rentrera pas chez elle, qu'elle va être incarcérée, elle est totalement désemparée. Elle nous dit, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il y a un de mes collègues qui lui dit, dire la vérité. Depuis le départ, on te le dit de dire la vérité. Et cette simple phrase, pour une raison, elle se soulage et là, elle nous dit, oui, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui ai tué Monique. Dans la voiture qui l'amenait en prison, voici ce que Béatrice Matisse aurait confessé aux policiers de sa rencontre fatale avec Monique Lejeune, ce vendredi 7 février 2003. Elle s'est rendue au domicile de Monique pour une histoire de repas. Elle nous indique que c'est vrai, qu'elle voulait vraiment réconcilier ses filles et qu'elle a été reçue sur le pas de la porte, que Monique l'a congédiée très rapidement en disant qu'il n'était pas question de faire de repas. Elle a commencé à proférer des insultes par rapport à ses filles. Et là, elle dit j'ai vu rouge, j'ai plus réfléchi, fallait qu'elle se taise, fallait ne plus toucher à mes filles. Ayant cette haine qui montait en elle, eh bien elle est partie dans la voiture. Elle est allée chercher le couteau qu'elle avait toujours dans sa voiture pour parer à d'éventuelles agressions. Qu'elle est revenue avec le couteau et que là, s'en est suivi un combat avec Monique Lejeune. La bagarre entre les deux femmes fait rage et le plus extraordinaire, c'est que Béatrice Matisse n'a pas le dessus. Elle nous indique qu'à ce moment-là, il y a Monique qui lui prend son couteau des mains, qu'elle a peur, elle dit « je me suis vue mourir », qu'elle récupère le couteau. Qu'elle a frappé au hasard, qu'elle a frappé, que ça a été long. Elle explique qu'elle va prendre la fuite et que Monique Lejeune la poursuit dans l'allée.
Dans la voiture, les policiers qui accompagnent Béatrice Matisse n'en croient pas leurs oreilles. Quand elle fait ses déclarations dans la voiture, on est un peu interloqué, mais on comprenait enfin le pourquoi, on avait un début d'explication. Seulement voilà, les enquêteurs ont un problème de taille. Ils savent que ce trajet en voiture est hors procédure judiciaire. On sait très bien qu'on n'est plus dans le cadre de la garde à vue, qu'il n'y a pas moyen de retranscrire ses propos sur procès verbal, et on sait aussi qu'on n'a pas à lui poser de questions. Alors même si l'envie est là de lui en poser et d'avoir plus de détails, on la laisse parler. Et Béatrice Matisse poursuit son récit en expliquant qu'elle a jeté le couteau dans un conteneur de supermarché. Une fois chez elle, elle se serait débarrassée de ses vêtements ensanglantés en les brûlant dans le poêle de sa maison. Au cours de ses aveux, elle en aurait même profité pour se moquer des enquêteurs. Elle nous explique qu'on l'a bien fait rire avec les histoires de bas, parce que ce soir-là, elle n'avait pas de bas. Que les histoires de bas dans le poêle à bois, on s'était complètement trompé, planté, qu'elle était venue sans bas. Le récit de Béatrice Matisse est frappant. Il colle en effet parfaitement avec certaines constatations faites au cours de l'enquête. Souvenez-vous, lors de l'autopsie, le légiste a relevé de très nombreuses plaies de défense. Et parmi elles, des plaies aux mains qui démontrent que la victime a tenté de se saisir de l'arme du crime. Exactement comme le raconte Béatrice Matisse. Mais pour que ces aveux soient pris en compte par la justice, ils vont devoir être reformulés devant la juge d'instruction chargée de l'affaire. Les policiers vont donc emmener Béatrice Matisse à la police judiciaire de Lille. Et là, ils vont lui demander d'adresser un courrier au magistrat afin d'obtenir une nouvelle audition. Et voici ce que Béatrice Matisse déclare. Je suis prête à m'expliquer sur ce qui s'est passé le vendredi 7 février. Je tiens maintenant à vous dire la vérité. À ce moment-là, les policiers en sont persuadés. Grâce aux aveux de Béatrice Matisse, l'enquête sur la mort de Monique Lejeune est enfin bouclée. Mais 4 jours plus tard, coup de théâtre. Tribunal de Boulogne-sur-Mer, le 2 avril 2003. Comme elle l'avait demandé, Béatrice Matisse est reçue dans le bureau de la juge d'instruction. Mais là, surprise, elle ne va pas réitérer ses aveux. Bien au contraire. Elle dit, je n'ai jamais dit ça. C'est faux. On m'a extorqué mes aveux. Elle va expliquer qu'elle leur a dit finalement ce qu'ils voulaient entendre. Et qu'elle a fait ses aveux, entre guillemets, sous la pression des policiers dans la voiture. Et Béatrice Matisse va désormais s'en tenir à sa première version. Celle d'une rapide rencontre avec Monique Lejeune, simplement interrompue quand celle-ci trébuche. Mais malgré sa rétractation, Béatrice Matisse comparaît le 5 octobre 2009 devant les assises de Saint-Omer. Pour sa défense, elle a choisi le célèbre avocat maître Éric Dupond-Moretti. Dès le premier jour de l'audience, il va tirer à boulet rouge sur le travail de la justice et de la police. À commencer par les tout débuts de l'enquête. Il va tout de suite se focaliser sur la scène de crime. On sait que la scène de crime a été polluée. Elle a été polluée par des personnes qui sont venues à la demande des policiers récupérer les chiens qui se trouvent dans la maison. Et là, c'est l'étonnement dans la salle. On se dit comment on a pu laisser rentrer ces gens avant de procéder aux premières constatations. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous, à proximité du corps de Monique Lejeune, les enquêteurs découvrent un bouton qui ne semble pas lui appartenir. Eh bien, on ne l'a pas expertisé. On ne sait pas à qui il appartient. Étonnement encore dans la salle.
Il y a cette empreinte de main découverte sur les lieux du crime. L'enquête l'a démontré, elle est trop grande pour appartenir à Béatrice Matisse. Et les analyses n'ont pas pu l'attribuer de façon formelle à la victime. Pour la défense, cette empreinte a été sous-exploitée. Il y a aussi ce fameux pantalon trouvé chez Christophe, le beau-frère de Jean-Luc. Ce pantalon apparemment trop court pour Christophe. Il a fait partie des scellés de l'affaire. Il a déjà été analysé, sans résultat. Mais en pleine audience, maître Dupond-Moretti veut malgré tout le faire essayer à Jean-Luc Flamand, le fils de la victime. Il va d'ailleurs demander à ce qu'on sorte tous les scellés. Et on va sortir tous les scellés. La greffière va les sortir un à un. Et aux surprises, le pantalon n'est plus là. Alors il va nous faire un pataquès. Il va monter en épingle le fait que ce scellé ait disparu, mais pendant qu'on perd du temps sur les scellés, le pantalon, le bouton, on oublie complètement Béatrice Matisse. C'est tout le talent de maître Dupond-Moretti. La défense va également bénéficier d'un allié inattendu, le médecin légiste. À la barre, l'homme va rappeler à la cour un détail frappant constaté dès les premières minutes de l'enquête. Souvenez-vous, entre le hall et l'endroit où le corps a été retrouvé, pas une seule goutte de sang n'est relevée. Je commence ma présentation par la levée de corps en expliquant qu'il y a cette zone sur laquelle il n'y a pas de sang et le président me demande, mais à votre avis, ça entraîne quoi? Je lui dis que le corps a été déplacé. Cette petite phrase va être lourde de conséquences. Éric Dupond-Moretti demande aussitôt à sa cliente de sortir du box des accusés et de se tenir face à la cour. Et effectivement, les uns et les autres se rendent bien compte qu'on a affaire à une femme haute comme 3 pommes, menue, et il apparaît difficile d'imaginer qu'elle soit capable de déplacer un corps mort. Se pourrait-il alors que Béatrice Matisse soit en fait innocente? En tout cas, ce nouveau rebondissement, ajouté à toutes les lacunes de l'enquête pointées du doigt par la défense, signe le coup de grâce du procès. Au bout de 3 jours d'audience, il va se passer un coup de théâtre extraordinaire et extrêmement rare dans une cour d'assises. Le président décide de renvoyer le procès pour un complément d'information. Béatrice Matisse va donc devoir patienter avant de connaître le sort que lui réserve la justice. Un an plus tard, le procès de Béatrice Matisse reprend. Même si le supplément d'information n'a rien apporté de nouveau au dossier, à la défense, maître Dupond-Moretti continue de défendre avec ferveur Béatrice Matisse. Et cette dernière clame son innocence dans le prétoire. Pour elle, ses aveux ont été obtenus par des méthodes de tortionnaire. On disait ce que j'avais fait, un scénario carrément. Comme moi, il me harcelait tout le temps, j'en avais vraiment marre. C'est vrai, j'étais vraiment fatiguée, épuisée, j'en pouvais plus. Bon. À un moment donné, j'ai dit, bon, écoutez, si c'est ce que vous voulez entendre, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dit au moins 2 fois, 2, 3 fois. J'ai dit, bon, bah allez, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, c'est ça les aveux, mais j'ai pas dit textuellement, j'ai tué Monique. Voilà. Au 2e jour du procès, la cour va entendre un des petits-fils de Béatrice Matisse. Souvenez-vous, c'est celui qui avait accusé Jean-Luc d'attouchement quand il était enfant. À la barre, le jeune garçon est venu réitérer ses accusations, mais surtout il est venu convaincre la cour que sa grand-mère est innocente. Manifestement, il veut venir à la rescousse de sa grand-mère Béatrice. Et avec force et conviction, il niait le fait que sa grand-mère soit impliquée dans le meurtre de son autre grand-mère. Il est attaché aux deux. De le voir là, droit devant la barre, avec un trémolo dans la voix, c'est je pense, un événement important du procès. Ce témoignage va-t-il jouer en faveur de Béatrice Matisse?
Ou au contraire, est-il un élément de mobile solide pour le meurtre? Au bout de 2h30 de délibéré, le jury prend enfin sa décision. Béatrice est déclarée innocente du meurtre de Monique Lejeune. Qu'est-ce que vous ressentez là, madame? Un soulagement, un bonheur immense, un soulagement immense. Je peux pas traduire tellement c'est magnifique. Mais ce soulagement sera de courte durée. Le parquet fait aussitôt appel du verdict. Béatrice Matisse aura donc un ultime rendez-vous avec les assises. Presque 10 ans après le meurtre de Monique Lejeune, le 23 janvier 2012, à Douai, s'ouvre le procès en appel de Béatrice Matisse. Et dès les premières heures, il est évident pour tous que ce procès ne sera pas une simple redite du premier. Car l'avocat général face à Éric Dupond-Moretti n'est pas n'importe qui. L'avocat général en appel, c'est Luc Frémiot. Luc Frémiot, il a à peu près la même réputation qu'Éric Dupond-Moretti dans sa catégorie. C'est un type brillantissime qui a le talent oratoire hors norme pour un magistrat et qui, de surcroît, ne laisse rien passer. Ce sont deux hommes d'expérience, deux hommes à fort caractère, deux hommes qui ont la même envergure et pendant quelques jours, on va assister au choc des titans. Tout au long du procès, Luc Frémiot va s'attacher à pointer du doigt un par un les éléments à charge contre Béatrice Matisse, son ADN retrouvé sous les ongles de Monique Lejeune, son mensonge au début de l'enquête, ses aveux dans la voiture de police. À l'issue de ce deuxième procès, force est de constater que la démonstration de l'avocat général a réussi à convaincre les jurés. Le 27 janvier 2012, Béatrice Matisse est en effet condamnée à 15 ans de prison. Son avocat tentera par la suite un pourvoi en cassation, sans succès. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré au meurtre sanglant de Monique Lejeune. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Retrouvez dès à présent sur rtl.fr et toutes les plateformes partenaires d'autres numéros d'enquête criminelle, comme le meurtre de la belle-sœur de Magali Berda ou encore les disparus de la gare. À bientôt. Vous écoutez Les Portraits du crime. Nous sommes le 24 février 2025 à Vannes, dans le Morbihan. Un procès hors norme s'ouvre, celui de Joël Le Squarnec, un chirurgien retraité de 74 ans, accusé d'être un sordide pédocriminel à l'impunité sans égale dans l'histoire judiciaire française. 299 victimes, âgées en moyenne de 11 ans au moment des faits. Pendant plus de 30 ans, cet homme a violé, agressé des enfants, et ce, sans jamais être inquiété. Qui est vraiment ce médecin ? Comment cet homme a-t-il pu commettre l'impensable si longtemps ? Je suis Thomas Pierre, et aujourd'hui, je dresse le portrait de Joël Le Squarnec, le chirurgien pédocriminel. Matin du 2 mai 2017, nous sommes à Jonzac, en Charente-Maritime. Les gendarmes perquisitionnent le domicile d'un homme reclus, vivant seul, la plupart du temps nu, devant son ordinateur et sa bouteille de whisky. Son apparence est banale, son visage impassible. Le sexagénaire a le crâne à moitié dégarni, porte de fines lunettes, sa silhouette est voûtée. L'homme en question s'appelle Joël Le Squarnec. C'est un chirurgien viscéral à la retraite, 36 ans de carrière et une vie a priori au-dessus de tout soupçon. Tout débute une semaine plus tôt. Une petite fille de 6 ans raconte à ses parents une scène qui glace le sang. Dans le jardin familial, de l'autre côté de la clôture, le vieux voisin s'est exhibé devant elle, puis il l'a touchée, dit-elle, à travers le grillage.
Les parents portent immédiatement plainte. En entrant chez lui, les gendarmes sont encore loin d'imaginer l'horreur du décor. L'ancien médecin vit entouré de dizaines de poupées sexuelles. Certaines sont de la taille d'enfants et équipées de godemichets. Il découvre aussi des disques durs contenant plus de 300 000 fichiers pédopornographiques, mais aussi scatophiles et zoophiles. Des documents d'une rare violence. Et surtout, ils mettent la main sur les journaux intimes du docteur Le Squarneck, des carnets noirs cachés sous le plancher et dans lesquels l'homme consigne toutes ses perversions. Des récits de viol, d'attouchements, classés méthodiquement pour mieux s'en souvenir, pour mieux les revivre. Mais qui est donc Joël Le Squarneck? Il est né en 1950 à Paris. Il grandit dans une famille modeste. Son père est ébéniste, sa mère concierge. À l'école, il est bon élève, studieux et discret. Il passe son temps à lire, à cataloguer les images, une obsession de collectionneur qui marquera toute son existence. Très tôt, il se passionne aussi pour la médecine. Dans les années 70, il intègre la faculté, se spécialise en chirurgie digestive, une réussite professionnelle qui fait la fierté de ses parents. À l'hôpital, il est apprécié, décrit comme compétent, efficace, méticuleux. Le Squarneck gravit les échelons sans difficulté. Avec son épouse Marie-France, il mène rapidement une vie confortable dans un manoir. 3 enfants, des voyages et une salle dédiée à la musique, où le Squarneck aime jouer du piano et écouter de l'opéra. Mais derrière cette réussite sociale, derrière le chirurgien respecté et l'esthète, se cache un pédocriminel assumé qui profite de son impunité. Sa première agression sexuelle remonte à 1985. Il dit avoir ressenti ses premières pulsions au contact de sa petite nièce qui venait souvent sur ses genoux. La fillette sera la première victime d'une longue série, car à partir de là, Joël Le Squarneck ne va plus rien laisser au hasard pour assouvir ses fantasmes. Très vite après ses études, les portes des plus grands hôpitaux de l'Ouest lui ont été ouvertes, et ces hôpitaux vont vite devenir son terrain de chasse. Il met rapidement en place un effroyable mode opératoire, utilisant son statut de chirurgien pour agresser et violer sans être soupçonné. Le bloc opératoire et les chambres de ses jeunes patients deviennent dès lors ses endroits de prédilection. Ces petites victimes, anesthésiées, inconscientes, isolées de leurs parents, subissent souvent sans s'en apercevoir des agressions. De prétendus actes médicaux que le chirurgien prépare avec soin, attendant le bon moment, dès que ses collègues ont le dos tourné, pour se retrouver seul avec l'enfant et agir de manière furtive. Il faut savoir être patient et compter sur sa chance, écrit-il. La plupart du temps, Joël Le Squarneck est donc indétectable, et quand surgit le moindre soupçon, il change d'établissement. En son fort intérieur, il jouit de ces moments qu'il consigne de retour chez lui par écrit. L'homme se délecte d'être un pédocriminel. Dans ses carnets, il dit sans détour, tout en fumant ma cigarette du matin, « J'ai réfléchi au fait que je suis un grand pervers. Je suis à la fois exhibitionniste, voyeur, sadique, masochiste, scatologique, fétichiste et pédophile. Et j'en suis très heureux. » Joël Le Squarneck revendique sa déviance sexuelle comme une identité, une fierté. Surtout que l'inceste et les violences sexuelles courent depuis des générations dans la famille. Le procès du chirurgien va en effet lever le voile sur un abominable secret de famille. Son grand-père paternel l'a agressé, lui, et plusieurs membres de sa famille. Sa sœur et son ex-femme ont aussi été victimes de violences sexuelles. Un terreau incestueux, où le silence est roi, et où le pédocriminel va longtemps évoluer sans faire de vagues. D'autant que Joël Le Squarneck est de l'aveu des psychologues un homme possédé par un besoin de contrôle absolu, un homme qui se prend pour Dieu. Ce sentiment d'impunité, ce statut de notable, Joël Le Squarneck va en profiter jusqu'au bout. Pendant 30 ans, il va tout noter dans ses carnets, ses fantasmes, ses crimes, chaque nom, chaque date, chaque adresse. Chez lui, les enquêteurs ont découvert des fichiers informatiques où il recense, tel un collectionneur, les enfants qu'il a agressés, le détail de ses actes et les hôpitaux où ils ont eu lieu. Dans ses écrits, Joël Le Squarneck se confesse aussi. « Je suis pédophile et le serai toujours. » En 2004, il va pourtant commettre une erreur. Le FBI a repéré sa carte bleue sur des sites pédopornographiques et alerte les autorités françaises.
Le médecin n'aura le droit qu'à 27 minutes de garde à vue. Je suis passé entre les gouttes, se réjouit-il à l'époque, ce qui conforte encore son sentiment d'impunité. Il y aura bien une condamnation à du sursis en 2005, mais le Squarneck continue à jouer la carte de l'homme au-dessus de tout soupçon, si ce n'est celle de l'erreur judiciaire. Au lieu d'être radié de l'ordre des médecins, il continue d'exercer dans de nombreux hôpitaux du Grand Ouest. Quelques signalements sont effectués, mais rien ne l'arrête, jusqu'à cette fillette, sa voisine, à Jonzac, en 2017. Lors de son procès à Vannes, le Squarneck ne montre que peu d'émotion, décrivant ses actes avec une froideur clinique. J'étais dans la transgression en permanence. Je ne m'interdisais rien, dit-il. Il revendique ces deux visages. D'un côté, le chirurgien brillant, méticuleux, réputé pour ses compétences. De l'autre, le pédocriminel sadique. Ce procès historique marque ainsi la fin de plus de 30 ans d'abus. C'est le temps de la reconstruction qui débute pour ces 299 victimes. L'une d'elles dira d'ailleurs « Il est en prison, mais nous sommes condamnés à vivre avec ce qu'il nous a fait. » Vous venez d'écouter le portrait de Joël Le Squarneck. Merci à Marisa Fimei, Mathieu Isidore, Étienne Villan et Hugo Girolami pour l'écriture, la documentation et la réalisation. Retrouvez cet épisode et tous les autres sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. À bientôt.